Good Morning SAV, le podcast qui fait du bien à mon SAV avec Laurent Mella et Johan Fon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 39e épisode de Good Morning SAV. Moi je suis content Laurent à chaque fois de voir les épisodes qui montent, ça me fait plaisir, on lâche rien, on continue, ça va toi ? Oui, très bien, bonjour à tous. Effectivement, Super. c'est chouette de pouvoir continuer à parler du SAV et de tout ce qui l'entoure. Continuez à laisser des commentaires et des avis, à nous soutenir. Et puis surtout, aujourd'hui, on va parler de respect, parce qu'il n'y a plus de respect, comme je voyais il y a pas longtemps sur LinkedIn, les gens ils disent que de toute façon, les clients ils respectent pas les techniciens ils respectent pas leurs chefs, les chefs ils respectent pas la direction, puis la direction elle respecte personne de toute façon, et puis de toute façon personne respecte le SAV. Il y a plus de respect, c'est quoi ce bazar Laurent ? Qu'est-ce qui se passe ? Ah mais c'est sûr, tout fout le camp. C'était mieux avant, on comprend plus rien. Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais qu'est-ce que c'est que ces jeunes qui veulent absolument, qui respectent plus le travail ? Qu'est-ce que c'est que ces clients qui sont ultra exigeants et qui veulent sans arrêt plus, qui se comportent mal ? Qu'est-ce que c'est que ces techniciens qui parfois ne savent pas gérer les émotions ? Qu'est-ce que c'est que ce business ? Ça, on peut se poser beaucoup de questions et on se rend compte en fait que on est foncièrement humain et que le service après-vente, mais tous les services qu'on peut associer d'une manière générale autour des questions du service client, de la relation client, c'est d'abord de la relation humaine, et la relation humaine, elle est construite sur des valeurs, sur les valeurs que nous portons tous. Nous avons tous un système de valeurs, donc les valeurs du travail, la valeur de la famille, la valeur du respect, la valeur de la justice. Voilà, on a la palette des valeurs est immense, il y en a énormément, et chacun d'entre nous avons des valeurs dans cette palette qui sont plus importantes que d'autres. Il y en a quelques-unes qui sont totalement non négociables, qu'elles nous constituent tellement que on peut pas négocier dessus, donc elles vont nous faire réagir. Dès que quelqu'un va toucher une de ces valeurs, on va se mettre en mouvement, ça va créer une réaction. Et puis il y en a d'autres, des valeurs qui sont un peu moins importantes, qui nous constituent aussi, mais sur lesquelles on peut négocier. On peut se mettre à la place de l'autre, on peut accepter qu'il y ait des variantes, on peut accepter qu'il y ait de la nuance. Eh bien, la première peut-être des choses à faire, en tant que technicien, mais c'est vrai aussi pour des commerciaux, des managers, des assistants, c'est pour des clients, des fournisseurs, enfin pour tout le monde. La première des questions à se poser, c'est quelles sont nos valeurs ? Quelles sont mes valeurs personnelles, celles qui me constituent ? Et dans cette liste de valeurs, lesquelles sont ajustables, je peux accepter de la tolérance, et lesquelles sont absolument non négociables. Je peux pas accepter de tolérance. Ça me fera réagir quoi qu'il advienne, quoi qu'il se passe. Donc, ça, c'est une des premières choses pour se dire finalement le respect, je le situe où et il est constitué de quoi ? Qu'est-ce que j'appelle le respect ? Parce qu'évidemment, le respect, c'est quelque chose d'extrêmement relatif. Ce qui est le respect pour moi, ce qui est le respect pour un autre, c'est pas les mêmes constituants. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui vient de notre éducation. Ce que nous appelons le respect. Le respect des aînés, le respect du travail, c'est quelque chose que nous avons appris. Et nous l'avons pas appris de la même manière, et nous l'avons pas appris avec le même contenu. Donc, ce que j'appelle l'éducation, il faut peut-être que je le précise, c'est pas seulement ce que j'ai reçu de mes parents. Okay, notre éducation, elle est constituée à la fois, évidemment, bien sûr, de nos parents, mais aussi d'autres membres de la famille qui ont été des référents à un moment donné, dans mon enfance. Ils ont dit des choses, se sont comportés de certaines manières, ça a constitué quelque chose d'important pour moi. Les amis de la famille, à un moment donné, sur certains sujets, ils se sont positionnés sur quelque chose, ça a été important pour moi. À l'école, les professeurs que j'ai rencontrés, certains ont été des référents et ont construit une partie de mon éducation. Les copains, les copines que j'ai eues autour de moi, des personnes que j'ai rencontrées ponctuellement, mais qui à un moment donné, sur un sujet donné, m'ont marqué. Donc c'est tout ça l'éducation. Donc c'est un gros paquet de choses dont on n'a plus toute la trace, on n'en a qu'une partie dans notre mémoire. Et à ça viennent s'ajouter les expériences de vie que j'ai vécues depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui. Donc tout ça, ça va constituer mon système de valeurs. Ça va construire les mécanismes de valeurs, les éléments qui ont de l'important, mes principes de vie. Et ces principes de vie, bien sûr, chaque fois que quelqu'un va faire quelque chose de décalé par rapport à ça, de différent par rapport à mes principes personnels, je vais réagir. Ok, ça me paraît logique, mais si on revient un peu en arrière, tu parlais des valeurs. Ouais. Donne-nous des exemples quand tu dis il faut qu'on se fixe des valeurs. C'est quoi une valeur, par exemple ? Une valeur, par exemple, ça va être
La justice. J'ai besoin dans ma vie, on a tous besoin de justice dans notre vie, mais à des hauteurs très différentes. Pour certains, la justice, c'est que tout le monde soit traité de la même manière. C'est une forme d'égalité. Pour d'autres, la justice, c'est être reconnu dans ses efforts. Et si je ne suis pas reconnu dans mes efforts, c'est injuste. Pour d'autres encore, ça peut être parce que l'avancement social est important, c'est de recevoir une promotion, de pouvoir progresser professionnellement dans sa carrière et qu'on nous accorde des promotions à la hauteur de l'engagement qu'on peut avoir. Et ça va être juste. Et donc, si on ne le fait pas, ça va être injuste. Et donc, on va réagir. Pour certains, ça va être à poste égal, être payé de la même manière. Ça semble évident aujourd'hui. On pourrait se dire, bah oui, enfin quand même, si à poste égal que les personnes soient payées de la même chose, c'est évidemment ça la justice. Oui et non. Ça dépend pour qui. Ça va dépendre de l'historique d'une entreprise. Pourquoi je prends cet exemple-là? Parce que c'est assez fréquent que dans les entreprises, on a embauché des personnes, et puis il y a eu des managers successifs, il y a eu des moments successifs, il y a eu et donc on a des personnes qui, à des postes similaires, n'ont pas les mêmes rémunérations. Parce qu'il y a eu des négociations différentes, il y a eu une estimation de l'expérience différente, alors qu'il y avait à peu près le même niveau, par exemple, de diplôme. Et parce qu'il y a eu cette histoire, on arrive à des formes d'injustice qui, pour certains, sont tolérables, pour d'autres ne le sont absolument pas. Donc, on est dans un monde aujourd'hui où on a compris ça, et la plupart des entreprises essayent à poste équivalent de donner des salaires équivalents, mais il y a encore pas mal de travail là-dessus, hein, c'est pas encore idéal, ne serait-ce qu'entre femmes et hommes déjà, hein, on a encore là un vrai sujet à creuser, où la notion de justice, on n'y est pas tout à fait, mais ce que je veux dire par là, c'est que cette notion de justice, elle est cohérente, uniforme en droit, c'est-à-dire qu'on a des textes de droit qui définissent ce que veut dire le mot justice, donc par rapport à un délit, par rapport à une infraction, mais notre justice personnelle, elle, est très variable. Et c'est pour ça qu'on a besoin de textes de droit qui servent de référence, de documents communs sur lesquels tout le monde se réfère pour dire quand on utilise ce mot-là, voilà ce que ça veut dire. Et dans la vie professionnelle, quand je discute avec des collègues, ils ont leur perception de ce qu'est la justice. Et on va discuter parfois longtemps sur un sujet parce qu'on va pas être d'accord. Mais non, la justice, c'est ça, non, c'est ça, non, c'est ça. Et c'est là où on voit que nos valeurs s'expriment fortement. Donc, quand on parle, si on va rattacher le manque de respect, c'est quand il y a une de mes valeurs qui a été piétinée, c'est ça? Exactement. D'accord. Et là, donc du coup, la question, c'est finalement, qu'est-ce qui fait respect pour moi? Quand est-ce que je me sens respecté? Quand est-ce que je ne me sens pas respecté? Très souvent, ce travail personnel n'a pas été fait. On réagit et on pense que c'est évident. Que quand je dis, ben non, ça, quand tu te comportes comme ça, tu ne me respectes pas, on suppose que c'est une évidence, que c'est vrai pour tout le monde. Et absolument pas, c'est une perception personnelle. C'est je ne me sens pas respecté quand un tel ou un tel me dit les choses de telle manière, ne reconnaît pas le travail que j'ai fait, ne reconnaît pas l'effort que j'ai fait, ne comprend pas pourquoi je pense comme ça. Voilà, ça va être ce type de choses. Pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi? Parce que le mécanisme humain qui est derrière, c'est que nous projetons nos valeurs sur les autres. Okay? Notre valeur, elle est forcément universelle. C'est forcément vrai pour tout le monde. Donc, je vais l'exprimer comme si c'était naturel. Et là commencent les tensions. C'est là que vont commencer les conversations assez houleuses en disant « Mais non, je comprends pas pourquoi tu réagis comme ça. Il n'y a pas de raison. » Mais moi, tu me poses une équation qui me paraît insoluble. On est dans une entreprise, je suis technicien, peu importe il y a combien de personnes, qu'il y en ait 50 ou 500, ça veut dire qu'il va y avoir 500 valeurs différentes, et on peut avoir 500 personnes dont le respect et les valeurs peuvent être bafoués sur chacun de manière unique. Donc comment on fait demain pour pouvoir on va dire faire fonctionner une entreprise et mes techniciens dans un ensemble semblable, sachant qu'en fait on va dire chacun est unique, et ça me paraît impossible de faire ça. Il y en aura toujours un jour ou l'autre qui va se faire manquer de respect finalement. Et, le risque sera toujours présent. Il y a deux éléments, enfin non, il y a trois éléments clés, on va dire. La première, il y a d'abord le travail personnel. C'est à chacun de clarifier quelles sont ses valeurs. Pourquoi c'est important juste sur le plan personnel? Parce que nos valeurs, c'est le cœur du réacteur.
c'est ce qui va diriger nos comportements. La façon dont je me comporte dépend de mes valeurs. C'est vraiment le cœur du réacteur. Donc c'est important de se connaître. Donc le premier travail, c'est un travail personnel. Ça, personne ne peut le faire pour moi. Okay, c'est à moi de me poser à un moment donné et de dire, ok, finalement, c'est quoi mes valeurs? C'est quoi mes principes de vie? Qu'est-ce qui est réellement important pour moi? Qu'est-ce qui l'est moins? Un petit peu ce que je disais en introduction. La deuxième chose, c'est le rôle des managers. Qu'est-ce que c'est que manager? C'est manager des êtres humains. Donc manager des êtres humains, c'est manager des systèmes de valeurs. Donc, quelle est ma connaissance en tant que manager de mon équipe? Comment je connais les valeurs de chacun, de ce qui est important pour chacun, de ce qui fait sens pour chacun, de ce qui doit être respecté pour chacun. Donc ça ne passe que par le dialogue, l'observation des comportements et des échanges sur, tiens, quand un client te dit ça, je vois que tu réagis de telle manière. Quand un de tes collègues te dit ça, je vois que tu réagis de telle manière. Qu'est-ce qui est important pour toi dans cette situation? Okay. Qu'est-ce qui fait que à ce moment-là, tu ressens de la colère, tu ressens de l'injustice, tu ressens de l'agacement, peut-être de la tristesse, peut-être de la joie. Nos valeurs nous emmènent sur tout un tas d'émotions. Et donc, c'est de creuser ça, en fait. C'est d'avoir une vraie conversation. Mais quand des choses se produisent, quand on observe un comportement. Parce que derrière les comportements, il y a toujours une de nos valeurs qui va rentrer en jeu. Donc ça, c'est la deuxième chose. C'est aussi le rôle des managers, d'avoir ce niveau-là de conversation. Et puis, le troisième, c'est l'équipe. C'est aussi, quand une situation se produit et qu'elle crée problème, alors à chaud, c'est toujours difficile de l'analyser parce que le niveau d'émotion va être élevé, hein. Donc on va laisser refroidir un peu et de revenir dessus, de revenir sur la situation et de dire je comprends pas, à un tel moment tu as eu telle réaction, mais non pas ce n'est pas bien la réaction que tu as eue, c'est-à-dire que je vais pas émettre de jugement, je vais pas dire mais attends c'est n'importe quoi, pourquoi tu réagis comme ça, on traite pas les clients comme ça, ce genre de petites phrases qui ne servent strictement à rien, ça ne résout rien du tout. La bonne question, ça va être des phrases du type, écoute, j'ai observé, donc très factuel, hein, j'observe que dans telle situation, tu as ce genre-là de réaction, et je comprends pas pourquoi. Explique-moi. Et l'autre sera pas toujours en capacité d'expliquer. Hein. C'est un technicien, un assistant, un commercial, saura pas toujours pourquoi il a réagi ou elle a réagi comme ça. Ok? Donc soit il sait ou elle sait, et on en discute, soit il ou elle ne sait pas, et à ce moment-là, on va lui laisser du temps, on va lui demander de réfléchir. Okay. Essaye de comprendre quelles sont les valeurs qui sont touchées. Qu'est-ce qui fait que tu ne te sens pas respecté, puisqu'on parle beaucoup de respect aujourd'hui. Et viens m'expliquer ce qui t'a fait réagir. Et on va décortiquer. Et ensuite, ça va être le rôle de l'accompagnant, du manager, de nuancer les choses. Okay. Est-ce que dans cette situation-là, quand le client dit par exemple, non mais vous êtes nul ou quoi? Okay, ça fait 2 heures que vous êtes sur cette intervention et vous n'êtes absolument pas capable de la résoudre. Okay, moi je vous ai pas appelé pour avoir quelqu'un d'incompétent, ça m'intéresse pas. Donc là il y a plusieurs choix. Soit je réagis à ce que j'entends. Okay, mais non, je suis pas nul, vous n'avez pas le droit de dire ça, vous n'avez pas le droit de me traiter comme ça, vous ne me respectez pas. Okay, on est en plein dans le sujet. Ça c'est une première réaction possible. Ou alors je me détache de ce que j'entends. Et ça demande du travail, hein. Il faut s'entraîner, on va pas le faire comme ça dans l'instant. Mais la ligne directrice est celle-ci, c'est, je vais reformuler ce que j'entends, mais non pas les mots, mais l'histoire que ça raconte. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui me dit, mais vous êtes nul, vous vous rendez pas compte, ça fait 2 heures que vous êtes là-dessus, vous trouvez rien. Je vais plutôt essayer d'avoir une réaction qui va dire, ok, donc, si je comprends bien, vous ne comprenez pas pourquoi je mets autant de temps à résoudre le problème. Permettez-moi de vous expliquer. Et je vais expliquer la situation. Quelle est la difficulté que je rencontre, pourquoi je dois suivre telles et telles étapes, etc. Et je ramène ça à un contenu factuel, à des choses rationnelles, plutôt que d'avoir une réaction personnelle. Là, quand on arrive à là, t'es déjà du haut niveau, parce que il y a dur. Du ok. Il faut vraiment beaucoup s'entraîner. En fait, il faut s'entraîner à reformuler ce qu'on entend dans des situations où tout va bien. Ok, parce que quand ça va mal, c'est pas là qu'on va être bon, qu'on va être pertinent. C'est pas bête, ça. Et pour revenir aux valeurs, je trouve j'ai lu aussi beaucoup là-dessus et pour moi, en tout cas, j'ai trouvé difficile de sortir des valeurs. Il y en a toujours une qu'on va sortir très facilement, je pense. Et est-ce que tu as un exercice justement pour en sortir d'autres? Et dans la même question, on va dire on fait ça en entreprise.
on en sort combien des valeurs? On en sort 10, on en sort 5. Enfin, tu sais, essayer d'établir un petit, comment on appelle ça, un gabarit, quoi. Ouais, une forme de cartographie un peu de différentes valeurs. En fait, alors il y a plusieurs façons de le faire. Il y a toujours le travail personnel. Si les personnes ne font pas le travail de comprendre quelles sont les valeurs qui les animent, personne ne va le faire pour elles. Alors, il existe des tests aussi, des tests psychométriques, par exemple, qui aident à analyser nos motivations. Et nos motivations sont une expression de nos valeurs. Donc, par exemple, dans les parcours quand j'accompagne des structures, je fais passer un test qui s'appelle NOVA, qui est un test psychométrique qui permet d'aller chercher un peu nos mécaniques comportementales et nos motivations. Et dans les motivations, on trouve des éléments de valeur. Donc, on peut passer par des chemins comme cela pour essayer de s'aider quand c'est un peu difficile et qu'on a du mal à faire le travail. La deuxième façon de le faire, c'est un travail collectif. En tant que manager, je peux, à un moment donné, donc soit le faire si j'en ai la capacité en tant que manager, soit faire venir un intervenant. Et on va passer, par exemple, une demi-journée ou une journée, dans le cadre d'un séminaire, d'un atelier, à travailler la question des valeurs. Pour voir quelles sont les valeurs des individus de mon équipe, quelles sont les valeurs que l'entreprise veut défendre en tant qu'entreprise, parce que dans toutes les entreprises, il y a un système de valeurs aussi, qui est constitué souvent des valeurs des dirigeants, mais pas que. Ça évolue dans le temps. Parce qu'en fonction des équipes, des personnes, de la taille de l'entreprise, les valeurs, elles bougent et elles s'adaptent. Donc là aussi, on peut faire ce travail-là et de repérer les valeurs de l'équipe, les valeurs de l'entreprise, et est-ce que ça match? Et ça, c'est extrêmement important, ce travail-là. Parce que, notamment avec les générations qui arrivent, la notion du sens au travail contient, pour une part, les valeurs que défend l'entreprise, les valeurs que porte l'entreprise. Et si personnellement, en tant que collègue, collaborateur, manager, j'ai un certain nombre de valeurs de justice, de respect, d'équilibre entre la vie privée et la vie pro, donc en fait derrière une valeur de la famille, eh bien dans ces cas-là, je vais toujours confronter mes valeurs et celles de l'entreprise. Et s'il y a un décalage trop grand, ça peut être une des raisons pour lesquelles je vais m'en aller. Ça peut être un moteur qui va me faire partir parce que je m'y retrouve pas. Et maintenant, je suis manager. J'ai réussi à établir les valeurs de l'équipe, les valeurs de chacun chacune des personnes qui composent l'équipe. J'en fais quoi? Ça me sert à quoi? Ça me sert à quoi, ce truc-là? Une fois que j'ai ça, d'abord, je vais avoir une meilleure compréhension des réactions de mon équipe. Je vais mieux comprendre pourquoi, à un moment donné, les personnes s'enflamment sur un sujet, sur une situation. Si parfois j'ai un mot un peu dur en disant mais pourquoi t'as fait ça? Ça se fait pas, franchement. Ça se fait pas. Alors là, tout de suite, derrière, il y a une valeur. Tout de suite, ça se fait pas. Il y a la notion de respect qui est derrière. Donc, pourquoi ça se fait pas, en fait? Eh bien, voilà ce que je vais en faire. Je vais détecter qu'il y a une valeur qui est derrière. Si en plus je les connais parce qu'on a fait des ateliers où je les ai observés, on en a discuté, donc déjà je vais pouvoir la verbaliser. Est-ce que tu réagis comme ça parce que pour toi c'est injuste? Est-ce que pour toi ton effort n'est pas reconnu? Pour toi ton équilibre familial ne fonctionne pas? Enfin voilà, on va aller sur ce terrain-là. Et une fois que donc la conversation va démarrer sur le vrai sujet et non pas sur quelque chose de périphérique. Et deux, ça va permettre de reformuler en fait et de dire les choses autrement. Quand tu dis ça se fait pas, finalement, qu'est-ce que tu voudrais réellement dire? C'est quoi les mots que tu voudrais réellement utiliser? Alors là, ça dépend aussi de la culture de mon collaborateur, mais soit il va me dire ouais mais tu te rends pas compte, il m'a fait ceci, elle m'a fait cela, il m'a agressé, c'est pas à moi de gérer ce genre de truc. Voilà, des phrases comme ça qui vont sortir. Et donc là, je vais chercher les faits. Qu'est-ce qui le fait réagir réellement? C'est le fait, par exemple, d'être jugé sur son travail. Ça peut être ça. Et donc moi-même, en tant que manager, je vais faire attention du coup de pas y mettre de jugement. Au lieu de dire tu ne peux pas réagir comme ça, je vais lui dire quand tu réagis comme ça, voilà les conséquences. Et là, je suis dans un mécanisme beaucoup plus pédagogique où j'accompagne vraiment mon collaborateur à mieux comprendre ce qu'il doit changer dans ses comportements, plutôt que de lui balancer un jugement comme ça à la volée, en disant ça se fait pas, mais où c'est que t'as appris à faire ça, tu te comportes n'importe comment, tu comprendras bien que je vais pas pouvoir te garder si tu continues comme ça. Ça sert à rien. Ok, je me suis défoulé, mais ok, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai avancé? Rien du tout.
C'est là qu'on voit que manager, c'est un sacré métier. Et justement, alors moi j'ai eu la chance d'être formé au management et d'avoir la bonne idée de faire ce que tu as dit, c'est-à-dire de regrouper les gens et de dire, bon alors, c'est quoi nos valeurs, quelles sont vos valeurs à vous. Le truc c'est que sur le long terme, j'ai eu beaucoup de mal à l'utiliser. Est-ce que tu as des astuces? C'est-à-dire que 6 mois après que t'aies fait ça, c'est difficile. Moi j'avais 15 personnes en plus, truc de fou. C'est difficile de se rappeler que un tel il est comme ci, que l'autre il est comme ça. T'as des astuces pour quand t'es manager, Ouais. te rappeler que parce que quand ça commence à foirer, il y a beaucoup de tension, il y a plusieurs personnes. C'est difficile de se dire attends mais oui Laurent quand il fait ça se passe ça. C'est extrêmement difficile et moi en fait j'ai jamais réussi à le faire. Ouais. Et Ouais. Mais ce que tu décris en fait, c'est finalement à quoi ça sert quand on fait des ateliers d'intelligence collective. Que ce soit un séminaire, un atelier de travail. Tu vois, là, on parle d'un atelier sur les valeurs, mais c'est vrai pour tous les ateliers, tous les séminaires qu'on peut faire. C'est très important de se dire, si je lance un travail collectif, quels sont d'abord mes objectifs? Ok, pour cet atelier, pour ce séminaire, ça c'est une chose. Mais ça, c'est mes objectifs à court terme. Quels sont mes objectifs à moyen terme? Il doit servir à quoi sur le moyen et le long terme, ce séminaire, cet atelier collectif? On veut en faire quoi derrière? Si on l'a pas pensé, si on s'est pas posé la question, ben on a fait un super truc, tout le monde est content sur le moment, et après, plouf, plus rien. On n'y revient plus, on fait plus rien. Donc ça c'est la première chose, c'est qu'avant de faire toute forme d'atelier collectif, faut se poser ce genre de questions. Donc là par exemple, si on décide de faire un atelier sur les valeurs, on va faire un atelier, qu'on le fasse seul ou qu'on se fasse accompagner, il va en sortir tout un tas de un tel et un tel, on comprend mieux comment ils fonctionnent, chacun comprend mieux les valeurs de l'autre, on comprend mieux le lien avec les valeurs de l'entreprise, super, génial, on est tous contents. Et après, ça doit vivre. C'est-à-dire qu'on va utiliser régulièrement des temps de retour d'expérience. C'est-à-dire, par exemple, dans mon équipe technique, ce que je vais faire, c'est que une fois par mois, une fois par trimestre, ça dépend de ma disponibilité, de la taille de mon équipe. Mais au minimum, une fois par trimestre, c'est ce que je conseille, à minima, on va prendre un temps de retour d'expérience. On va se poser, je vais poser mon équipe, je vais leur demander de préparer un ou deux cas dans lesquels ils ont été en tension, en difficulté, où ils ont dû réagir et ils ont bien senti que c'était pas tout à fait la bonne réaction, quoi, qu'ils auraient pu faire autrement, que ça aurait pu être un peu mieux. Ou ils l'ont pas forcément senti, mais il y a eu des conséquences. Le client s'est plaint, il a appelé les commerciaux pour dire c'est n'importe quoi vos équipes techniques, il a appelé le patron pour dire non, vous vous rendez compte comment votre technicien m'a traité. Voilà, des réactions comme ça de tension que le SAV peut vivre. Eh bien, on va les prendre ces moments et on va les décortiquer. Encore une fois, non pas pour dire mais tu fais n'importe quoi, hein. On dégage toutes les formes de jugement. On va décortiquer factuellement. C'était quoi le contexte? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Et qu'est-ce qui t'a fait réagir? Ou qu'est-ce qui a fait réagir le client? Okay. Sur quel mot il a réagi? Là, on va se souvenir à ce moment-là du travail qu'on a fait sur les valeurs et on va raccrocher les wagons. Ok, donc là, il y a telle valeur, tu vois, et tu vois concrètement que quand le client dit t'es nul, tu fais n'importe quoi, ça devrait jamais durer aussi longtemps, en fait, il n'est pas en train de parler de toi, il est en train de parler de ton travail, de ce que tu es en train de faire et des conséquences de ce que tu es en train de faire. Donc c'est pas toi en tant qu'individu qui est jugé, c'est le travail que tu produis qui ne produit pas les conséquences, les attentes, qui correspond pas à ses attentes, en fait, aux conséquences que lui souhaite. Mmh. Et donc, comment on fait pour améliorer ces conséquences et non pas t'améliorer toi? Hein? En fait, le job, c'est de détacher la personne de son travail. Si on laisse les deux ensemble, si à chaque fois qu'on juge mon travail, je me sens jugé moi, alors j'ai un travail personnel à faire pour séparer les deux. Mon travail, ce n'est pas moi. Je peux faire un travail d'une extrême qualité et être une personne absolument abjecte. Et je peux être une personne extraordinaire, mais ne pas faire à certains moments un travail de qualité. Donc les deux sont complètement différentes. Et on a tendance à les rassembler. À réagir quand on juge mon travail, je peux me sentir moi affecté et je vais réagir comme si on me jugeait moi. Et ça aussi, c'est un travail personnel. Hein. Il faut un, décider personnellement de travailler dessus, et deux, que mon management m'accompagne aussi à travailler dessus régulièrement, qu'on y revienne, qu'on en reparle, qu'on redécortique dans des retours d'expérience les situations, pour que petit à petit, chacun dans l'équipe comprenne que, ok, dans ce cas-là, c'est pas toi qui as été jugé, c'est bien ce que tu as fait, les conséquences de ce que tu as bien fait, pas bien fait,
et comment on bosse pour que ça n'arrive plus. Non, en fait, ce que tu dis, et ce que j'avais pas du tout fait, c'est que pour pouvoir utiliser ça, que t'aies 15 personnes ou même 6, c'est que il faut le répéter, en fait. C'est de l'apprentissage. Enseigner, c'est répéter, comme on dit. Et c'est vrai que si on le fait qu'une fois, 6 mois après, clairement, tout le monde l'a oublié. Et donc, oui, il faut y revenir régulièrement. Et à force, on s'en imprègne et on finit par l'avoir sur le bout des doigts, quoi. Et c'est facile à ressortir au bon moment et tout le monde s'en souvient. Mais il faut quand même continuer. Alors, du coup, c'est quoi tes conseils? T'as dit, il me semble, t'as parlé d'une fréquence. On a fait un atelier, maintenant c'est quoi? Je refais tous les trimestres un petit débrief sur des cas de la vie réelle ou plus long? C'est ça. C'est ce temps de retour d'expérience, c'est ça en fait. Par exemple, une fois tous les trimestres, on décide de se prendre 2 heures avec l'équipe. On va demander à chaque membre de l'équipe de repérer un temps de tension, un temps où, d'un point de vue relationnel, ça a été un peu compliqué, et on va le décortiquer. On va en choisir un sur un ou deux, selon le temps qu'on peut accorder à cette réunion. Elle est importante, hein, cette réunion, donc on va lui accorder du temps, mais quelque chose qui sera de l'ordre de 2 heures, et on va décortiquer les cas. On va prendre 2-3 cas, on les décortique. Qu'est-ce qui s'est passé, le contexte, comment ça m'a fait réagir, sur quoi, qu'est-ce que ça a touché chez moi, qu'est-ce que ça a a priori touché chez le client. Okay. On factualise tout ça, et ensuite on voit comment on aurait pu le traiter autrement, comment on aurait pu l'aborder différemment en intégrant le travail qu'on a fait sur nos valeurs. Puisqu'on sait quelle valeur a été touchée, très bien, mais comment on peut réagir? Si j'ai l'impression, par exemple, que le comportement du client a été injuste, eh bien, qu'est-ce qui fait justice? Peut-être j'ai eu ce sentiment que c'était injuste parce que moi, j'ai mis beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Avec lui, en plus, chaque fois qu'il m'appelle, je suis hyper réactif, je suis toujours là, je lui réponds tout le temps, je fais toujours au mieux, et lui, il est jamais content. Ok? Eh ben, ça, derrière, il y a une valeur justice, ok, elle est claire, elle est identifiée. Maintenant, détachons-nous de la valeur justice et intéressons-nous aux faits. Pourquoi ce client n'est jamais content? Peut-être qu'on n'a pas très bien compris ses attentes. Peut-être qu'on n'a pas très bien compris ce que ça voulait dire bien faire mon travail chez lui. Pour lui, peut-être que c'est pas que ne compte que le résultat. Lui, tant que ça marche pas, il considère que le travail est mal fait. Peut-être que ce client-là, on va trouver un chemin pour l'éduquer un peu, lui dire, vous savez que un tel problème technique, tel problème sur nos machines, ça implique de suivre un protocole, que ce protocole prend du temps, mais que c'est le meilleur moyen de toujours trouver la bonne réponse. Par exemple, je prends des exemples vécus, et une fois qu'on a fait ce chemin, alors le client va être un peu surpris qu'on ait cette conversation avec lui, mais c'est important, parce que sinon il va se produire toujours la même chose. Le client va toujours avoir les mêmes réactions et je vais toujours être aussi agacé. Donc on peut pas laisser perdurer ce genre de choses parce que la qualité du service client, elle va être toujours perçue de manière négative. Donc il faut en fait venir traiter non pas seulement que des éléments de process, des éléments de comment on résout les problèmes, mais aussi comment on fait en sorte que les personnes soient mieux relationnellement. Et ça passe par la compréhension des valeurs de chacun. Donc tu vois, donc le travail que j'ai fait en atelier, je l'applique dans un retour d'expérience. Donc le fait de l'appliquer régulièrement, de refaire le lien avec l'atelier d'intelligence qu'on a mené, à ce moment-là, ça s'ancre. Et ça profite à toute l'équipe. Parce que chaque cas, je le partage. C'est pas juste en one-to-one, juste toi et moi. C'est vraiment, on est toute l'équipe sur le sujet. Parce qu'il y en a d'autres qui vont dire, mais oui, mais moi aussi, j'ai vécu un truc comme ça. Ah oui, à ce moment-là, et je comprends mieux, parce que moi, la valeur derrière, c'était pas la justice, c'est la reconnaissance de tel point, ou c'est le fait de me sentir réellement, personnellement respecté. Ah ok, donc, dans ces cas-là, tu te sens pas personnellement respecté. Du coup, qu'est-ce que tu pourrais dire au client plutôt que de réagir, plutôt que de simplement dire oh, ça se fait pas? Comment tu pourrais le dire autrement? Et là, l'intelligence collective va fonctionner. Autour de la table, il y en a un qui va dire moi, quand ça m'arrive, je fais comme si, je fais comme ça. Et tout le monde l'entend. Et là, l'expérience de chacun profite à tout le monde. Ces temps de retour d'expérience sont super importants. Alors moi, je suis chef d'atelier. Je comprends tout ce que tu dis. Ouais. Et moi, mon équipe technique, quand je les ai réunis pour faire ça, déjà, ils se sont moqués de moi. Ils ont dit qu'ils avaient autre chose à foutre que de parler de communication et de respect. De toute façon, on a l'habitude de se faire engueuler, c'est pas grave. Un de plus, un de moins. Ouais, ça fait partie du taf. Et bref, à quoi ça sert tout ça?
Donc, la question, Laurent, c'est, ok, moi j'ai compris, c'est pertinent, ça a du sens. Maintenant, comment je peux, si tu veux, vendre ça à mon équipe en leur disant, bah, il n'y a pas que la formation technique dans la vie, il n'y a pas que les problèmes techniques, il n'y a pas que des boulons à serrer. Alors là, je fais un gros contraste, mais moi je l'ai vécu ça. Les gens, ils sortent et ils disent, ouais, c'est cool ton truc, ça nous sert à rien. Alors comment on des exemples, des petits trucs pour essayer de faire accepter ça, de le faire comprendre et de prouver la valeur que ça peut avoir. Ouais. Alors effectivement, ce que tu dis est assez fréquent. Quand dans l'univers technique, les questions relationnelles sont tellement peu abordées, elles font pas partie du cursus initial, elles sont plus ou moins bien traitées dans les entreprises, et donc les techniciens, mon job c'est de faire de la technique. Donc tes trucs là un peu fumeux où on va discuter du bien-être des gens, c'est sympa, hein. Je veux bien passer 5 minutes avec toi, mais on va pas y passer la journée non plus. Il peut y avoir un peu ça. Donc là, le job, c'est d'être toujours extrêmement concret. Okay, dans le monde technique, on aime les choses pragmatiques, rationnelles, concrètes. Tout à fait. Donc il faut pas arriver avec des concepts un peu fumeux. Donc ce que je conseille de faire, c'est de l'aborder par la question de, on a un objectif de service client. Okay. Donc, on a une stratégie. On a le souhait d'avoir un certain niveau de service client qui est différent d'une entreprise à une autre. Certaines entreprises veulent juste un service basique, d'autres veulent des services premium. Donc, d'abord, c'est de le raccrocher à l'objectif. On veut quoi comme service? Pour donner du sens. Et ensuite, de descendre. Pour atteindre un objectif de service client de haute qualité, il faut donc que les clients nous perçoivent comme une structure qui fait bien les choses. Faire bien les choses, ça veut dire à minima de 2 sujets. Un, c'est d'avoir les bonnes compétences vis-à-vis des machines, donc compétences techniques, compétences de diagnostic, compétences de réparation, de bonne gestion des pièces, etc. Donc tout ce qui tourne autour de la compétence du résultat autour de la machine. Et 2, compétences relationnelles. Comment ça se passe quand ils nous ont au téléphone, comment ça se passe quand on est face à eux, quand tout va bien, quand ça va pas bien, quand il y a de la tension, quand il y a du stress, quand il faut absolument que ça reparte dans les 10 minutes, dans ces situations très concrètes. Donc, il faut bien qu'on travaille les 2 sujets. Et donc, on va travailler aujourd'hui un des sujets qui est le sujet relationnel pour 2 raisons à minima. Hein. Là aussi, on peut nuancer les choses, mais 2 raisons à minima. La première, c'est faire en sorte que les clients nous perçoivent mieux. Et 2, faire en sorte que ça se passe mieux pour toi, que ce soit plus sympa dans ton job. Et pour faire ça, on va faire un atelier sur lequel on va partir du terrain. Je vais vous demander de réfléchir à 2-3 situations sur lesquelles vous avez vécu des tensions, c'était compliqué, c'était pénible, que ce soit très pénible ou un peu pénible, ok. On n'a pas besoin que ce soit non plus la guerre, parce qu'on n'a pas toujours des situations hyper tendues, hein, heureusement. Mais comme ça, 2-3 situations, et je vais vous demander de les décrire, de me dire précisément ce qui s'est passé. Okay. On va en choisir une et on va bosser dessus. On va voir comment on aurait pu le faire autrement. Donc là, je viens par le chemin du très concret. Je viens pas dire, oui, on va réfléchir comment avec les clients, ça pourrait mieux se passer. Vous savez, les valeurs dans la vie, c'est important. Et puis, il faut un peu de psychologie dans les relations. Alors, si on fait ça avec une équipe technique, c'est fini, c'est terminé. Hein. C'est absolument pas la bonne approche. Il faut être hyper terrain, hyper concret. Voilà un des chemins qu'on peut utiliser. Évidemment, bien sûr, il y a plein de variantes. J'allais dire, je pense que c'est une bonne conclusion parce que je trouve, encore une fois, je trouve que c'est pertinent, ça a du sens, mais à chaque fois, souvent, par expérience, c'est qu'on va se heurter vraiment à ça en disant, ok, ton truc, mais c'est inapplicable parce que de toute façon, je vais me faire envoyer balader. Donc non, c'est possible, en plus, ça vaut vraiment le coup. Voilà. Et puis, toujours pareil, quand on sait pas très bien faire les choses, on fait appel à un consultant extérieur qui vient donner un coup de main ponctuellement pour lancer la mécanique. Ça fait partie aussi du jeu. Ça fera toute la différence. C'est vrai que c'est légèrement plus facile. Allez, bonne semaine à vous. Bonne semaine à tous. C'était Good Morning SAV, le podcast qui fait du bien à mon SAV, présenté par Laurent Mella, expert SAV, et Johan Fon, créateur de vidéos tutos pour ton SAV.